Il fait encore nuit dans la vallée. Des mains rapides glissent entre les tiges épineuses, arrachent les fleurs une à une, les jettent dans des paniers d'osier. La sueur coule, les doigts saignent, mais personne ne ralentit. Car une course impossible est engagée contre le ciel. Dès que le premier rayon touchera les pétales, le trésor s'évaporera. Le parfum s'enfuira dans l'air chaud et des tonnes de fleurs cueillies ne vaudront presque plus rien. Ce parfum coûte plus cher que l'or. On en a fait des empires, des rançons, des offrandes royales. Et pourtant, la plus belle fleur du monde, celle que l'on vend aujourd'hui par milliards, ne sent presque plus rien. Comment le cœur odorant d'une fleur a-t-il pu ainsi disparaître? Bonjour, je suis Augustin Delacroix et voici un nouvel épisode de notre voyage au cœur du vivant. Aujourd'hui, notre héroïne est la rose. Vous croyez la connaître, Mais derrière ces pétales se cache une créature bien plus vieille que l'humanité, bien plus dangereuse qu'elle n'en a l'air, et porteuse d'un secret que la science n'a percé qu'il y a quelques années. Imaginez une plaine tiède, il y a plus de 30 millions d'années. L'air est lourd d'humidité, résonnant du pas de mammifères disparus depuis longtemps, des créatures dont il ne reste aujourd'hui que des ossements dans la roche. Sur un versant rocailleux, un buisson bas déploie ses branches. Il n'a rien de spectaculaire, de simples tiges couvertes d'épines, quelques feuilles dentelées et de petites fleurs pâles à 5 pétales. Personne ne me les admire. Il n'y a pas encore d'yeux humains sur cette planète pour cela. Aucun poète ne les chantera avant des dizaines de millions d'années. Et pourtant, cette fleur discrète est déjà, presque telle qu'elle, la même que celle qui ornera un jour les jardins des empereurs. Cette scène n'est pas une invention. Dans les couches de roches du continent américain, notamment dans les régions que l'on appelle aujourd'hui le Colorado et l'Oregon, mais aussi en Europe et en Asie, les paléontologues ont exhumé des empreintes fossilisées de roses. Leur âge dépasse l'entendement, entre 33 et 35 millions d'années. Autrement dit, la rose fleurissait déjà quand nos plus lointains ancêtres n'étaient que de petits animaux perdus dans les forêts. Quand nous respirons aujourd'hui le parfum d'une rose, nous touchons en réalité une odeur infiniment plus ancienne que toute l'histoire humaine. Une fragrance qui traversait déjà l'air bien avant le premier mot, le premier feu, la première tombe. Et pourtant, une vérité déconcertante se cache derrière ce mot que nous employons tous les jours. Car la rose, telle que la botanique la connaît, n'existe pas comme on l'imagine. Ce que nous appelons rose et ce que nous appelons églantier, cet humble buisson sauvage des haies et des talus, sont exactement la même chose. Il n'existe dans la nature aucun genre séparé, aucune lignée noble de fleurs à part. Toutes les roses du monde, les plus somptueuses comme les plus fragiles, ne sont que des formes cultivées d'un banal arbuste épineux. La reine des jardins n'est rien d'autre qu'un buisson sauvage que l'homme a façonné pendant des millénaires. Voilà le premier paradoxe de notre héroïne. Sa royauté est une invention. Sous les plus beaux atours, elle reste une plante des broussailles. Combien existe-t-il vraiment de roses sauvages? La question paraît simple. Elle ne l'est pas. Selon les estimations, le genre auquel appartient la rose compterait entre 100 et 400 espèces sauvages. Un écart énorme, presque absurde. Comment les scientifiques peuvent-ils à ce point ignorer un chiffre aussi fondamental? La réponse tient à une particularité troublante de cette fleur. Elle se croise avec une facilité déconcertante. Les espèces de roses se mêlent, se fondent, engendrent des hybrides à la moindre occasion, si bien que les botanistes se disputent encore pour savoir où finit une espèce et où commence une simple variété. La rose brouille ses propres frontières. Elle refuse d'entrer dans les cases que l'on voudrait lui assigner. Maintenant, tournons notre regard vers ce que l'homme, lui, a fabriqué à partir de ce chaos vivant. Si la nature hésite entre 100 et 400 formes, l'humanité, elle, en a créé bien davantage. Le nombre de variétés de roses cultivées dépasse aujourd'hui les 30 000. Selon certains décomptes, il en existerait même plus de 35 000. 35 000 visages différents pour une seule fleur, tous nés de la patience, de l'obsession et de la main de l'homme. Aucune autre plante d'ornement n'a connu une telle explosion de formes. La rose est, sans conteste, la fleur aux 1000 visages.
et derrière chacun de ces visages se cache la même vieille sauvageonne épineuse. Il faut ici comprendre quelque chose sur la nature profonde de cette plante. La rose n'est pas fragile par essence, bien au contraire. Dans la nature, elle prend le plus souvent la forme d'un arbuste vivace, robuste, capable de résister au froid et à la sécheresse. Certaines espèces forment des fourrés denses, hauts comme un homme, qui vivent des décennies durant. D'autres rampent au sol ou grimpent. Ces roses grimpantes peuvent s'élever à plusieurs mètres de hauteur, s'agrippant aux supports, aux arbres, aux murs, à l'aide de leurs épines recourbées. Ce que l'on prend pour une simple parure défensive est en vérité un outil d'escalade, une véritable technique d'alpiniste végétal. Nous y reviendrons, car ces épines cachent bien plus qu'une arme. Voilà donc le portrait de départ. Une plante ancienne, coriace, presque indestructible, née bien avant nous. Mais une question demeure, et elle est vertigineuse. Si la rose sauvage n'est qu'un modeste buisson à 5 pétales pâles, d'où viennent alors ces fleurs opulentes, gorgées de dizaines et parfois de centaines de pétales, ces corolles lourdes de velours qui semblent défier toute logique naturelle? Comment passe-t-on d'une fleur simple, presque austère, à ces monstres de beauté? Et surtout, pourquoi tant de ces roses magnifiques, ces triomphes de la sélection, sont-elles étrangement muettes, incapables d'exhaler le parfum que la légende leur prête? Considérons le destin géographique de cette plante, car il éclaire une partie du mystère. La rose sauvage est une fille du Nord. On la trouve répartie à travers presque tout l'hémisphère nord, depuis la froide Sibérie et l'Alaska, jusqu'aux régions subtropicales du Mexique, de l'Afrique du Nord et de l'Inde. Mais voici le fait troublant. Pratiquement aucune espèce de rose sauvage ne pousse naturellement dans l'hémisphère sud. Toutes les roses qui fleurissent aujourd'hui en Australie, en Argentine ou en Afrique australe, y ont été apportées par la main de l'homme. La rose est donc une conquérante. Née dans les terres du Nord, elle a fini par coloniser la planète entière, non par ses propres moyens, mais portée par notre désir. Partout où l'homme est allé, il a emporté la rose avec lui, comme un fragment d'un monde ancien qu'il ne voulait pas quitter. Cette alliance entre l'homme et la fleur cache pourtant un prix. Car en la façonnant, en la multipliant, en la sculptant à notre goût, nous avons profondément transformé la rose. Nous l'avons rendue plus grande, plus double, plus éclatante. Mais chaque gain a eu sa contrepartie. Certaines roses cultivées ont presque perdu la capacité de se reproduire seules. D'autres ont troqué leur parfum contre la beauté. La sauvageonne indestructible s'est parfois muée en créature délicate, dépendante de nous pour survivre. Nous avons donné à la rose ses 35 000 visages, et, ce faisant, nous lui avons peut-être pris quelque chose d'essentiel. Ce que nous appelons rose, on le voit, mais pas tout à fait une fleur. C'est une illusion façonnée par l'homme, une architecture de désir bâtie sur un buisson vieux de millions d'années. Nous avons empilé sur ce modeste églantier des siècles de rêves, de sélection et de patience, jusqu'à en faire l'emblème de la beauté même. Mais la métamorphose la plus stupéfiante, celle qui fait le vrai secret de la rose, ne s'est pas jouée sur ses pétales ni sur sa couleur. Elle s'est produite au cœur même de la fleur, dans l'organe précis qui devait lui permettre de se perpétuer. Et pour comprendre ce que l'homme a osé y changer, il faut d'abord découvrir de quelle arme redoutable la rose s'était armée, bien avant que nous n'apprenions à la désarmer. Un chevreuil s'avance dans la lumière déclinante du soir. Il a faim. Devant lui, un buisson chargé de jeunes pousses tendres, d'un vert appétissant, exactement ce qu'il cherche. Il tend le museau, saisit une branche entre ses lèvres, tire. Et brusquement, il recule d'un bond. Une douleur vive lui a déchiré les babines. Le long de la tige, des dizaines de pointes acérées se sont plantées dans sa chair. Le chevreuil s'écarte, cherche une autre branche et rencontre la même défense implacable. Après quelques tentatives, il renonce et s'éloigne, laissant le buisson intact. La plante, elle, n'a pas bougé. Elle n'a pas fui, n'a pas crié, n'a rien fait. Et pourtant, elle vient de gagner un combat pour sa survie, sans lever le moindre organe, grâce à une armure qu'elle porte depuis sa naissance. Cette armure, tout le monde croit la connaître. On l'appelle les épines de la rose. C'est même devenu une image universelle, un proverbe. Il n'y a pas de rose sans épines. Or, voici l'une des vérités les plus surprenantes sur notre héroïne.
Ce que nous nommons les épines de la rose ne sont pas des épines. Du point de vue de la botanique, ce sont des aiguillons, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les véritables épines, chez d'autres plantes, sont des rameaux transformés, profondément ancrés dans le bois, solidement intégrés à la structure de la tige. Les aiguillons de la rose, eux, sont d'une toute autre nature. Ce sont de simples excroissances de l'écorce, des émergences nées de la couche superficielle de la tige. La preuve tient dans un geste que chacun peut faire. D'un coup d'ongle, on détache un aiguillon de rose sans peine. Il se casse net, il se décolle. Une vraie épine, elle, ne cède pas ainsi. Ce que la rose brandit contre le monde n'est donc qu'une parure de surface, superficielle au sens littéral, et pourtant redoutablement efficace. À quoi sert cette armure? Sa première fonction est évidente, décourager les herbivores. Le chevreuil qui recule, le lapin qui hésite, le bétail qui contourne le buisson, tous témoignent de son efficacité. Mais l'aiguillon cache une seconde vocation, bien plus surprenante, et pour la comprendre, il faut regarder grimper une rose. Les formes grimpantes de notre héroïne peuvent s'élever à plusieurs mètres, atteignant parfois la hauteur d'une maison. Or, une tige de rose n'a rien d'un tronc rigide. Elle est souple, flexible, incapable de se tenir droite toute seule. Comment, dès lors, atteint-elle une telle hauteur? La réponse tient dans ses aiguillons recourbés vers le bas. En poussant, la tige s'appuie sur les branches voisines, sur les troncs des arbres, sur les murs, et ces aiguillons agissent comme autant de crochets, de grappins qui accrochent et retiennent. Chaque fois que la plante gagne un peu de hauteur, ces crochets l'empêchent de glisser en arrière. L'aiguillon n'est pas qu'une arme. C'est un équipement d'escalade, un dispositif d'alpiniste végétal qui permet à une tige molle de conquérir la verticale. La rose ne se contente pas de se défendre. Elle utilise ses armes pour monter vers la lumière. Voici donc une plante bien armée, coriace, conquérante. Et pourtant, un paradoxe glaçant se dessine. Pourquoi la fleur, devenue l'emblème universel de l'amour et de la tendresse, s'est-elle entourée d'un tel arsenal? Et surtout, comment se fait-il que l'homme, en tombant amoureux de cette fleur, ait fini par la rendre étrangement vulnérable, non pas à ses ennemis extérieurs, mais à sa propre nature? Pour saisir ce paradoxe, il faut quitter les tiges et se pencher sur la fleur elle-même. Regardons une rose sauvage. Sa corolle est d'une sobriété presque austère. 5 pétales, pas un de plus. C'est le modèle originel, celui qui fleurissait déjà bien avant nous. Or, les roses que nous admirons dans les jardins et les bouquets n'ont rien de cette simplicité. Certaines portent des dizaines de pétales, épais, serrés, superposés en spirales vertigineuses. Chez quelques variétés, on en compte plus d'une centaine dans une seule fleur. Ces roses que l'on dit doubles, ces corolles lourdes et opulentes, sont entièrement le fruit de la sélection humaine. Mais d'où viennent ces pétales supplémentaires? La nature ne les a pas tirés du néant. Et la réponse est l'un des faits les plus troublants de toute la biologie de la rose. Ces pétales en surnombre ne sont pas de nouveaux pétales. Ce sont des étamines transformées. L'étamine, c'est l'organe mâle de la fleur, celui qui porte le pollen, l'instrument même de la reproduction. Au fil des siècles de sélection, en choisissant inlassablement les fleurs les plus fournies, les plus doubles, l'homme a poussé la rose à convertir ses étamines en pétales. La fleur a peu à peu remplacé ses organes reproducteurs par de la beauté pure. Chaque pétale supplémentaire d'une rose double est, en quelque sorte, une étamine sacrifiée, une part de sa fertilité échangée contre du velours. Et le résultat de ce marché est saisissant. De nombreuses roses cultivées, dépouillées de leurs étamines, ont presque perdu la capacité de se reproduire seules par graines. Elles ne peuvent plus assurer leur descendance sans nous. La plus belle fleur du monde est devenue, à force de beauté, incapable de se perpétuer. Voilà le second paradoxe de notre héroïne, et il répond à la question posée plus haut. La rose sauvage s'était armée d'aiguillons pour survivre sans l'aide de personne, pour repousser les herbivores et grimper vers le soleil. Mais l'homme, en la sculptant à son goût, a inversé le rapport de force. Il l'a rendue plus somptueuse et par là même plus dépendante. Ces roses magnifiques que nous cultivons ne se défendent plus vraiment, ne se reproduisent plus toujours seules. Elles vivent parce que nous le voulons, multipliées non par leurs propres graines,
mais par nos mains, bouture après bouture, greffe après greffe. C'est ici que se noue l'un des fils secrets de notre histoire. Car cette manie de sélectionner la rose pour son apparence, de sacrifier ses fonctions à sa forme, ne s'est pas arrêtée aux étamines. Elle a touché quelque chose de plus profond encore, quelque chose d'invisible, tapi au cœur des cellules du pétale. Une part de la rose que nul œil ne peut voir et que pourtant chacun de nous reconnaît instantanément. Ce que l'homme a commencé à altérer en transformant les étamines, il l'a poursuivi sans le savoir jusque dans le parfum même de la fleur. Mais gardons ce fil pour plus tard. Il nous mènera au plus grand mystère de la rose. Certaines variétés modernes, il faut le noter, ont été délibérément débarrassées de leurs aiguillons, sélectionnées presque sans défense pour le confort des jardiniers et des fleuristes. La boucle du paradoxe se referme alors tout entière. Voici une fleur née pour survivre seule, armée jusqu'aux tiges, capable de repousser un chevreuil et d'escalader un arbre. Et voici ce que nous en avons fait. Une créature au parfum affaibli, aux étamines évanouies, parfois même désarmée de ses crochets, entièrement remise entre nos mains. Nous n'avons pas seulement admiré la rose, nous l'avons refaçonnée à notre image du beau, quitte à la couper de sa propre force. Reste une énigme que ce portrait laisse entière. Si de nombreuses roses cultivées ne peuvent plus se reproduire seules, si des plus délicates dépendent de nous pour affronter le moindre hiver, comment la rose, en tant qu'espèce, a-t-elle pu traverser des millions d'années, survivre aux glaciations, aux incendies, aux catastrophes, et se dresser encore parmi nous? La réponse ne se trouve ni dans ses pétales, ni dans ses aiguillons. Elle est enfouie ailleurs, sous la terre, dans une partie de la plante que l'on ne voit jamais. Et là, dans l'obscurité du sol, la rose dissimule un secret qui frôle l'impossible. La capacité de renaître, même après avoir été réduite en cendres. Le 22 mars de l'année 1945, la ville allemande de Hildesheim disparaît sous les bombes. En quelques minutes, le centre historique est réduit à un champ de ruines fumantes. La cathédrale, vieille de plus de 1000 ans, s'effondre. Les murs cèdent, les toits s'écroulent, le feu dévore tout. Contre l'un de ces murs poussait depuis des siècles un vieux rosier. Un buisson sauvage devenu légendaire dans la région. Lui aussi brûle. Ses branches noircissent, se tordent, tombent en cendres. Quand le silence revient sur la ville dévastée, il ne reste de la plante qu'un moignon calciné. Tout le monde la croit morte. Comment un buisson pourrait-il survivre à un tel enfer, alors même que la pierre s'est effondrée autour de lui? Et pourtant, quelques semaines plus tard, un ouvrier occupé à déblayer les décombres s'arrête, incrédule. Sous les gravats, parmi les débris calcinés, de jeunes pousses vertes percent la terre. Le rosier n'est pas mort. Ses racines, enfoncées profondément dans le sol, avaient survécu à l'incendie qui avait ravagé tout le reste. La plante repart de plus belle, se hisse à nouveau le long du mur reconstruit et fleurit encore aujourd'hui. Pour les habitants de la ville, ce buisson ressuscité est devenu un symbole de résistance et d'espérance, la preuve vivante que la vie peut renaître même de la destruction la plus totale. Ce rosier de Hildesheim n'est pas un buisson ordinaire. On l'appelle le rosier millénaire, et il passe, selon l'opinion la plus répandue, pour la plus vieille rose vivante de la planète. On estime son âge à près de 1000 ans. Une légende entoure sa naissance. Elle remonte au IXe siècle, à l'époque d'un empereur qui se serait égaré lors d'une partie de chasse. Selon le récit, il aurait accroché une relique chrétienne à un églantier en fleurs, puis, l'heure venue de repartir, aurait été incapable de la détacher. Le buisson semblait retenir l'objet sacré. Y voyant un signe du ciel, l'empereur aurait ordonné de fonder une cathédrale à cet endroit précis. Et depuis, dit la tradition, la rose pousse à ses côtés, traversant les siècles, les guerres et les incendies. La part de vérité et la part de légende se mêlent ici inextricablement, mais un fait demeure. Ce buisson est bien là, vivant, après un temps qui dépasse la mémoire de bien des nations. Comment une plante peut-elle accomplir un tel prodige? Comment survit-elle là où la pierre elle-même succombe? Le secret ne se lit ni dans les fleurs, ni dans les tiges, ni dans les aiguillons. Il est enfoui sous la terre, dans une partie de la rose que l'on ne voit jamais.
Et c'est là que se cache toute sa puissance. La rose possède un système racinaire remarquablement développé, capable de plonger profondément dans le sol. Chez les formes sauvages surtout, ses racines s'enfoncent bien au-delà de ce que l'on imagine, cherchant l'eau et les nutriments dans les couches profondes. Cette architecture souterraine explique une bonne partie de la résistance de la plante. Quand la sécheresse dessèche la surface, les racines profondes atteignent encore l'humidité enfouie. Quand le gel mord la terre, elles demeurent à l'abri sous la ligne du froid. Et quand le feu ou la hache détruisent toute la partie aérienne, la vie reste tapie sous le sol, prête à repartir. Voilà le prodige de Hildesheim. La plante que l'on croyait réduite en cendres avait, en réalité, sauvegardé l'essentiel là où les flammes ne pouvaient l'atteindre. Détruire les branches d'un rosier ne suffit pas à le tuer. Tant que ses racines vivent, il peut renaître. Cette faculté de résurrection, l'églantier sauvage la porte à un degré stupéfiant. Le buisson d'où descendent toutes nos roses est d'une robustesse presque insolente. Il pousse sur des sols pauvres, là où bien des plantes délicates ne survivraient pas. Il supporte les gels rigoureux de l'hiver comme les sécheresses de l'été. Il colonise les talus, les lisières, les terrains abandonnés, s'installant partout où il trouve un peu de lumière. Là où la rose de jardin, choyée et fragile, dépérirait sans soin, la sauvageonne prospère seule, indifférente aux rigueurs du climat. C'est cette vigueur ancestrale qui a permis à l'espèce de traverser les millions d'années dont nous parlions, de survivre aux bouleversements de la planète et de se dresser encore aujourd'hui parmi nous. Les jardiniers l'ont compris depuis longtemps, et ils ont su tirer parti de cette force. Voici l'un des paradoxes les plus concrets du monde de la rose. La plupart des roses cultivées, ces beautés opulentes issues de siècles de sélection, ont hérité de la fragilité que nous évoquions. Parfum affaibli, reproduction difficile, sensibilité au froid. Pour leur donner malgré tout la vigueur qui leur manque, les horticulteurs recourent à une technique ancienne et ingénieuse, la greffe. Ils prélèvent la partie noble, la variété choisie pour ses fleurs somptueuses, et l'implantent sur les racines d'un églantier sauvage, rustique et vigoureux. La rose que l'on admire au-dessus du sol appartient au sort cultivé, mais les racines qui la nourrissent, elles, sont celles de la sauvageonne indestructible. La beauté raffinée pousse ainsi sur la force brute de son ancêtre. Sans le savoir, celui qui contemple un rosier de jardin contemple souvent deux plantes en une fleur d'apparat greffée sur un survivant. Ce mariage entre la délicatesse et la robustesse dit tout de la relation ambiguë que l'homme entretient avec cette fleur. D'un côté, la nature a forgé un buisson quasi immortel, capable de renaître des cendres et de défier les hivers. De l'autre, nous avons créé, à partir de lui, des variétés si raffinées qu'une seule nuit de gel intense peut parfois les emporter. Nous avons pris une survivante et nous en avons fait, par endroits, une créature à protéger. Le contraste est vertigineux. La rose sauvage refuse de mourir. Ses descendantes de jardin, trop belles, ont parfois oublié comment survivre. Et ce contraste, entre la puissance indomptable et la beauté fragile, n'est pas un accident de la nature. Il est le fruit d'un long travail humain, d'un désir patient et obstiné qui a modelé la rose pendant des millénaires. Car il ne faut pas s'y tromper. Cette transformation ne date pas d'hier. Elle n'a pas commencé dans les serres modernes ni dans les laboratoires. Elle plonge ses racines, elle aussi, dans un passé lointain, à une époque où les premières civilisations découvraient déjà le pouvoir de fascination de cette fleur. Bien avant que l'on ne songe à greffer ou à sélectionner méthodiquement, des peuples entiers étaient tombés sous le charme de la rose, au point d'y engloutir des fortunes, d'en faire un objet de culte, de luxe et de pouvoir. Le rosier de Hildesheim, avec ses 1000 ans, nous paraît déjà d'une antiquité vertigineuse. Et pourtant, l'histoire de la rose et des hommes est bien plus ancienne encore. Elle nous conduit vers des royaumes disparus, où l'on payait cette fleur au prix de sommes folles, et parfois, dit-on, au prix de la vie elle-même. Dans une salle de banquet de la Rome impériale, les convives sont allongés sur leur lit de table, riant, buvant, savourant les mets les plus rares. Au-dessus de leur tête, le plafond dissimule un mécanisme. Sur un signe de l'hôte, des trappes s'ouvrent, et une pluie de pétales de rose se met à tomber sur l'assemblée. D'abord, c'est un émerveillement.
Les invités tendent les mains, respirent le parfum, se laissent recouvrir par cette neige parfumée. Mais les pétales continuent de tomber, encore et encore. La couche s'épaissit, monte le long des corps allongés. Le ravissement se change en gêne, puis en effroi. Selon le récit qui nous est parvenu, quelques convives, incapables de se dégager de cette masse odorante, auraient fini par étouffer sous les fleurs. Le luxe s'était mué en piège. La beauté était devenue mortelle. Cette scène terrible, attribuée à l'empereur qui régnait alors, est peut-être en partie légende. Mais elle dit une vérité profonde sur la place que la rose occupait dans l'Antiquité. Rome ne se contentait pas d'aimer cette fleur, elle s'y noyait, au sens propre. Les Romains fortunés jonchaient leurs festins de pétales, en bourraient leurs coussins, en parfumaient leurs bains, en aromatisaient leurs vins et leurs plats. Les plus riches faisaient jaillir des fontaines d'eau de rose. La demande était telle que l'on inventa des serres chauffées pour forcer les roses à fleurir en hiver, afin d'en disposer toute l'année. C'était, bien avant l'heure, l'ébauche d'une véritable industrie florale. Rome voulait des roses en toute saison, à n'importe quel prix, et elle se donnait les moyens de les obtenir. De cette obsession romaine nous vient une expression qui traverse encore les siècles. Lors des réunions où l'on discutait de choses secrètes, on suspendait une rose au-dessus de la table. Sa présence signifiait que tout ce qui serait dit en ce lieu devait rester confidentiel, à l'abri des oreilles indiscrètes. Parler sous la rose, c'était parler sous le sceau du secret. De là est née, dit-on, toute une notion de confidentialité qui nous accompagne aujourd'hui encore. De nos jours encore, dans certaines vieilles salles de conseil, on peut apercevoir des roses sculptées dans les moulures des plafonds, vestiges silencieux de cette antique promesse de discrétion. Ainsi, la fleur de l'amour fut aussi, très tôt, la fleur du secret. Mais pourquoi? Pourquoi des civilisations entières ont-elles englouti des fortunes dans une simple fleur? Pourquoi la rose, plutôt qu'une autre, a-t-elle suscité une telle démesure, au point qu'on la paye parfois, semble-t-il, au prix de la vie? Pour le comprendre, il faut remonter bien avant Rome, aux sources mêmes de cette fascination. L'homme cultive la rose depuis très longtemps. Selon les estimations, cette culture aurait commencé il y a environ 5000 ans. On pense qu'elle est née dans la Chine ancienne, où l'on faisait pousser ses fleurs dans les jardins impériaux. Or, les roses de Chine possédaient une propriété que les roses d'Europe n'avaient pas, une qualité qui bouleversera plus tard toute l'histoire de la fleur: la capacité de refleurir plusieurs fois au cours d'une même saison. Gardons ce détail en mémoire, car il jouera un rôle décisif. Pour l'heure, retenons que dès ses origines, la rose fut une fleur de souverain, choyée dans les jardins des puissants. Ailleurs, dans l'ancienne Perse, la rose atteignit un tel prestige que la région fut parfois surnommée le pays des roses. Ce sont les Perses qui, les premiers, entreprirent d'extraire à grande échelle l'eau de rose et l'essence de rose. Ils avaient compris que le véritable trésor de la fleur n'était pas seulement sa forme, mais son parfum. Et qu'en le capturant, on pouvait le conserver, le transporter, en faire un bien précieux. Ce savoir-faire ancien, cette quête pour emprisonner l'âme odorante de la rose, allait devenir l'un des fils les plus fascinants de son histoire. Car ce parfum si convoité était aussi étrangement fugace, insaisissable, comme s'il cherchait sans cesse à s'échapper. En Égypte ancienne, la rose était pareillement en grand honneur. Dans les tombeaux, les archéologues ont retrouvé des couronnes et des guirlandes de roses, conservées à travers les millénaires, offrandes destinées à accompagner les morts dans l'au-delà. Et une souveraine, plus que toute autre, incarna cette passion. La reine d'Égypte, célèbre pour son amour des roses. La légende raconte qu'elle fit un jour recouvrir le sol de ses appartements de pétales de rose, sur une épaisseur de plusieurs dizaines de centimètres, pour éblouir l'homme qu'elle voulait séduire. Le coût d'un tel geste était faramineux. Mais qu'importait la dépense? La rose était l'instrument du prestige, l'arme du charme, le langage muet du pouvoir et du désir. Les Grecs, eux, avaient donné à la fleur une origine divine. Ils l'associaient à la déesse de l'amour. Selon l'un de leurs mythes, les premières roses étaient blanches. Mais un jour, la déesse, se précipitant au secours de son bien-aimé blessé, se serait déchiré la peau sur les aiguillons d'un buisson. Des gouttes de son sang seraient tombées sur les pétales immaculés, les teignant de rouge. Ainsi serait née la rose rouge,
symbole de la passion et de l'amour sacrifié. Ce récit dit quelque chose d'essentiel sur la manière dont l'humanité a toujours perçu cette fleur. Un mélange indissociable de beauté et de douleur, de tendresse et de sang, de pétales et d'aiguillons. La rose n'a jamais été seulement douce. Dès ses premières apparitions dans nos histoires, elle porte en elle une part d'ombre. Voilà donc la réponse à notre énigme. Si les civilisations anciennes ont tant dépensé pour la rose, c'est qu'elle n'était jamais une simple fleur. Elle était tour à tour amour et mort, luxe et secret, offrande aux vivants et couronne des morts. Chaque peuple y projetait ses désirs les plus intenses, et cette charge symbolique décuplait sa valeur. On ne payait pas seulement pour des pétales, on payait pour ce que la rose représentait, pour le pouvoir de fascination qu'elle exerçait sur l'âme humaine. Et ce pouvoir, loin de s'éteindre avec les empires antiques, ne fera que grandir à travers les siècles. Rome avait appris à forcer les roses à fleurir en plein hiver, à en faire un objet de luxe permanent. Mais la véritable révolution, celle qui allait transformer la rose plus profondément que tous les caprices des empereurs, n'était pas encore venue. Elle ne naîtrait ni dans un jardin impérial, ni dans une serre antique. Elle prendrait sa source, bien des siècles plus tard, dans la passion dévorante d'une seule femme, une souveraine décidée à réunir sous ses yeux toutes les roses de la terre. Et c'est de cette obsession, de ce rêve fou de tout posséder, que jaillira la science moderne de la rose. Dans un domaine près de Paris, au tout début du XIXe siècle, une femme parcourt ses jardins. Elle est l'épouse de l'homme le plus puissant d'Europe, mais ce n'est pas le pouvoir qui l'anime en cet instant. C'est une passion plus intime, presque dévorante. Autour d'elle s'étend une collection comme le monde n'en a jamais vu. Des roses venues de partout, des espèces rares arrachées à des contrées lointaines, rassemblées ici à grands frais. On raconte que même en pleine guerre, alors que les flottes s'affrontaient sur les mers, des rosiers destinés à sa collection auraient bénéficié de sauf-conduits pour franchir les blocus. La beauté, dans son esprit, valait mieux que les querelles des nations. Cette femme s'était fixé un rêve démesuré, réunir dans son jardin toutes les roses de la terre. Cette impératrice rassembla dans son domaine de Malmaison la collection de roses la plus complète de son temps, quelques 250 variétés, un chiffre stupéfiant pour l'époque. Elle ne se contentait pas de les cultiver, elle voulait les connaître, les répertorier, les immortaliser. Pour cela, elle fit appel à un artiste dont le talent allait entrer dans la légende. Ce peintre créa pour elle un album d'aquarelles consacré aux roses, une œuvre d'une précision et d'une beauté si exceptionnelle qu'elle demeure aujourd'hui encore un sommet de l'illustration botanique. Chaque planche saisissait une variété dans ses moindres détails, fixant pour l'éternité des fleurs qui, sans cela, se seraient fanées et oubliées. Grâce à cette impératrice, la rose devint un objet d'étude autant que d'admiration, et sa passion transforma la collection des roses en une véritable mode aristocratique, donnant un élan puissant à toute la sélection européenne. Mais comment en était-on arrivé là? Comment la fleur des empereurs antiques avait-elle traversé les siècles obscurs qui séparaient Rome de cette impératrice? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, à l'époque où l'Empire romain s'était effondré et où les fastueux banquets de pétales n'étaient plus qu'un souvenir. On aurait pu croire que la rose disparaîtrait avec le monde qui l'avait tant aimée. Il n'en fut rien. Durant le Moyen-Âge, la rose trouva refuge dans un lieu inattendu, les jardins des monastères. Là, les moines la cultivaient, mais pour une raison bien éloignée du luxe romain. À leurs yeux, la rose était avant tout une plante médicinale. L'une d'elles, connue sous le nom de rose des apothicaires, était largement employée dans la médecine de l'époque, entrant dans la composition de nombreux remèdes. La fleur du plaisir et de la démesure était devenue la fleur de la guérison et de la sobriété. Elle avait changé de rôle, mais elle avait survécu, patiemment entretenue derrière les murs des cloîtres. Et pas seulement comme remède. La rose s'imposa aussi comme un symbole chrétien de premier plan. La rose blanche fut associée à la pureté et à la mère du Christ, la rose rouge au sang des martyrs. Une pratique de prière tout entière emprunta son nom à la fleur. Ce chapelet que l'on égrène en récitant des prières fut appelé rosaire, ce qui signifie jardin de roses. Réciter ces prières,
C'était en quelque sorte tresser une couronne de roses spirituelles. Ainsi, de l'Antiquité païenne au christianisme médiéval, la rose n'avait rien perdu de sa force symbolique. Elle avait seulement changé de maître. Il arriva même que la rose devint un emblème de guerre. En Angleterre, au XVe siècle, deux grandes familles rivales s'affrontèrent dans une longue série de conflits sanglants pour le trône. L'une avait pris pour signe une rose rouge, l'autre une rose blanche. Ces guerres dynastiques, qui déchirèrent le royaume durant des décennies, portèrent le nom même de la fleur. Lorsque le conflit s'acheva enfin, une nouvelle dynastie monta sur le trône et créa un symbole d'unité. Une rose combinant les pétales rouges et blancs des deux camps réconciliés. Cette rose, née de la paix après tant de sang, demeure aujourd'hui l'un des emblèmes nationaux de l'Angleterre. Une fois de plus, la fleur portait en elle cette dualité que nous ne cessons de retrouver. La beauté et la violence, l'amour et la mort, mêlés dans un même symbole. Voilà donc comment la rose parvint jusqu'à l'impératrice de Malmaison, chargée de tout ce passé. Fleur des empereurs, plante des moines, symbole des saints et des rois en guerre. En rassemblant ces 250 variétés, cette femme héritait, sans peut-être en avoir pleinement conscience, de 5000 ans de fascination humaine. Et en confiant à un artiste le soin de peindre chaque fleur, elle faisait plus que satisfaire un caprice. Elle ouvrait, sans le savoir, l'ère de l'étude méthodique de la rose. Après elle, on ne se contenterait plus d'aimer cette fleur. On chercherait à la comprendre, à la maîtriser, à la recréer. La chasse à la rose parfaite était lancée. Mais voici le paradoxe qui hante cette collection admirable. L'impératrice avait réuni, croyait-elle, toutes les roses du monde connues. Elle possédait les plus belles variétés d'Europe, les plus rares, les plus recherchées. Et pourtant, toutes ces roses partageaient une même limite, un même manque qu'aucune d'elles ne pouvait combler. Malgré leur splendeur, elles ne fleurissaient qu'une seule fois par an, dans un éclat magnifique mais bref, au printemps ou au début de l'été. Après cette unique floraison, il fallait attendre une année entière pour les revoir s'épanouir. Les roses d'Europe étaient sublimes, mais éphémères dans leur saison. Or, à l'autre bout du monde, poussaient depuis des siècles des roses qui possédaient précisément ce que celles d'Europe n'avaient pas. Ces roses lointaines, cultivées en Orient depuis un temps immémorial, savaient refleurir encore et encore, vague après vague, jusqu'au premier froid. Deux mondes de roses existaient donc en parallèle, sans se connaître. D'un côté, les splendeurs éphémères de l'Occident, de l'autre, les fleurs infatigables de l'Orient. Tant que ces deux lignées demeuraient séparées, chacune restait prisonnière de ses propres limites. Mais le jour approchait où elles allaient enfin se rencontrer. Et de cette rencontre entre deux mondes que tout séparait, naîtrait une explosion sans précédent, un bouleversement qui allait couper en deux l'histoire entière de la rose. Dans une pépinière du sud de la France, un homme se penche sur un jeune rosier avec l'attention d'un horloger devant un mécanisme délicat. Nous sommes dans les années qui suivent le milieu du XIXe siècle. Cet homme est un sélectionneur, un croiseur de roses, et il traque quelque chose que personne n'a encore réussi à obtenir. Depuis des décennies, les pépiniéristes mêlent les lignées, marient les fleurs, sèment, observent, recommencent. La plupart des tentatives ne donnent rien de remarquable. Mais cette fois, sur ce plan précis, quelque chose de nouveau est apparu. Un bouton se forme, s'allonge, s'ouvre lentement et révèle une fleur d'une élégance inédite. Une corolle finement dessinée, portée haut sur une tige élancée, exhalant un parfum délicat. Et surtout, ce rosier promet de refleurir encore et encore. Sans le savoir pleinement, cet homme vient de tenir entre ses mains la fleur qui va diviser l'histoire de la rose en un avant et un après. Pour mesurer l'ampleur de ce moment, il faut revenir à la rencontre dont tout est parti. Au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, les roses d'Orient firent enfin leur entrée en Europe. Ces roses lointaines apportaient avec elles le trésor qui manquait aux fleurs occidentales, la capacité de refleurir plusieurs fois dans la saison. Les roses d'Europe, si magnifiques fussent-elles, s'épanouissaient une seule fois, puis se taisaient pour un an. Les roses venues d'Orient, elles, ne connaissaient pas ce silence. Elles remontaient, vague après vague, jusqu'aux portes de l'hiver. En croisant ces deux mondes,
Les sélectionneurs européens espéraient réunir le meilleur de chacun, la splendeur et l'endurance, la beauté du bouton et la floraison sans fin. Ce croisement déclencha une véritable explosion. De nouvelles familles de roses surgirent, aux formes et aux qualités inédites. Chaque année apportait son lot de nouveautés. Chaque pépiniériste rêvait de créer la variété qui ferait sensation. Mais toute cette effervescence attendait encore son moment fondateur, sa borne officielle. Ce moment porte une date. L'année 1867 est considérée comme la frontière officielle entre les roses anciennes et les roses modernes. Avant cette date, on parle de roses anciennes. Après, de roses modernes. Peu d'êtres vivants ont ainsi vu leur histoire tranchée par une année précise, comme un livre que l'on couperait net en 2 volumes. Que s'était-il passé cette année-là? Un sélectionneur français avait obtenu une rose d'un type nouveau, la première de ce que l'on appellerait les hybrides de thé. Il lui donna un nom qui sonnait comme une promesse, le nom de son pays. Cette rose réunissait ce que l'on avait longtemps cru inconciliable, la forme raffinée du bouton, un parfum délicat et la capacité de refleurir. Elle incarnait l'aboutissement de décennies d'efforts. À partir d'elle, une ère nouvelle s'ouvrit. Les hybrides de thé devinrent bientôt le groupe de roses le plus populaire du monde entier. Ce sont ces roses que l'on reconnaît entre toutes, de grandes fleurs solitaires, portées sur de longues tiges, dressées dans cette forme classique et élancée que l'on appelle en forme de coupe. Ce sont elles, précisément, que l'on vend le plus souvent chez les fleuristes. La rose du bouquet moderne, celle que l'on offre par millions, est née de ce basculement. Autour de cette révolution, d'autres groupes virent le jour, chacun répondant à un désir particulier. Certaines roses furent sélectionnées pour fleurir en bouquets denses, couvrant le buisson de multiples fleurs à la fois, offrant une floraison abondante et presque continue. D'autres cherchèrent à marier les grandes fleurs des hybrides de thé à cette profusion. Plus tard, un groupe nouveau tenta de renouer avec le charme perdu, réunir la forme opulente et le parfum puissant des roses anciennes avec la floraison répétée des modernes. Ces roses-là séduisirent le monde entier, prisées pour leur beauté généreuse et leur relative facilité de culture. La rose se déclinait désormais en une infinité de formes, chacune façonnée pour un usage, un goût, une mode. Voilà donc l'apogée apparent de l'histoire que nous suivons depuis le début. En quelques générations, l'homme avait accompli un prodige. Il avait pris la sauvageole à 5 pétales, croisé les mondes et créé la fleur parfaite, grande, éclatante, infatigable, portée sur de longues tiges idéales pour les bouquets, résistantes au transport, capable de tenir de longs jours dans un vase. Le rêve de l'impératrice de Malmaison semblait réalisé, et bien au-delà. La rose parfaite existait enfin. Et pourtant, un doute affleure. Car dans cette course effrénée à la perfection, dans cette quête du bouton idéal, de la couleur éclatante, de la tenue prolongée, quelque chose passait inaperçu. Les sélectionneurs choisissaient inlassablement les fleurs les plus belles, les plus grandes, les plus durables. Ils traquaient la forme, la couleur, la longévité en vase. Mais à mesure qu'ils affinaient l'apparence de la rose, une qualité déclinait en silence, sans que nul ne s'en alarme vraiment. Son parfum. Plus la fleur devenait parfaite à regarder, plus son odeur s'affaiblissait. Les roses les plus spectaculaires, celles qui remplissaient les vitrines des fleuristes, se révélaient souvent presque muettes, incapables d'exhaler le parfum qui avait fait la gloire de la rose depuis des millénaires. Ce paradoxe est resté longtemps inexpliqué. Génération après génération, on remarquait que les plus belles roses commerciales sentaient de moins en moins, mais on l'attribuait vaguement au hasard de la sélection, à un caprice de la nature. Personne ne comprenait vraiment ce qui se produisait. En cherchant la perfection visible, les sélectionneurs brisaient, sans le voir, quelque chose d'invisible au cœur de la fleur. Ils déréglaient un mécanisme secret, tapi dans les cellules du pétale, un mécanisme dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Ce parfum que la Perse antique cherchait à emprisonner, que les Romains répandaient à profusion, que l'humanité avait chanté pendant 50 siècles, était en train de disparaître des plus belles roses du monde. Et le plus troublant, c'est que ceux qui le faisaient disparaître ne le faisaient pas exprès. Comprendre ce qui se passait réellement à l'intérieur du pétale exigeait un regard que le XIXe siècle ne possédait pas encore.
Il faudrait attendre le XXIe siècle et des instruments capables de plonger jusque dans l'intimité des molécules pour percer enfin ce mystère. Mais avant d'en arriver là, avant de découvrir quelle réaction infime fait naître ou mourir le parfum d'une rose, il nous faut d'abord comprendre ce qu'est réellement cette odeur. Car ce parfum que nous croyons si simple est en vérité l'une des choses les plus complexes et les plus précieuses que la nature ait jamais fabriquées. Un trésor si fragile qu'il s'évapore avec le lever du soleil. 3 heures du matin dans une vallée de Bulgarie. Le monde est encore plongé dans l'obscurité, l'air est frais et immobile. Pourtant, entre les rangées de rosiers, des silhouettes s'affairent déjà. Les cueilleurs avancent à la lueur pâle du ciel qui commence à peine à pâlir, les doigts volant d'une fleur à l'autre, remplissant sacs et paniers à une vitesse fébrile. Il ne s'agit pas d'une lubie de tradition, c'est une nécessité absolue, car ces cueilleurs livrent une course contre le soleil lui-même. Chaque rose doit être arrachée à la nuit, avant que la chaleur du jour ne se lève. Dès que les premiers rayons frapperont les pétales, le trésor qu'ils contiennent commencera à s'évaporer, à se dissiper dans l'air tiède, perdu à jamais. Ce qui vaut une fortune à l'aube ne vaudra presque plus rien à midi. Ce trésor volatile, c'est le parfum de la rose, et sa valeur dépasse l'imagination. On appelle parfois son essence l'or liquide, et le terme n'a rien d'exagéré. La raison tient à un chiffre vertigineux. Pour obtenir un seul kilogramme de cette essence précieuse, il faut traiter une quantité de fleurs proprement colossale. Selon les estimations, entre 3 et 5 tonnes de pétales. Des champs entiers de roses, des millions de fleurs, se réduisent à quelques flacons d'un liquide plus cher que bien des métaux précieux. Historiquement, cette essence fut parfois utilisée comme une monnaie, offerte en présent royal, échangée comme un bien de très grande valeur. Derrière la douceur d'un parfum se cache donc l'un des produits les plus coûteux que l'homme ait jamais tiré d'une plante. Le cœur mondial de cette production porte un nom qui dit tout, la vallée des roses, en Bulgarie. Là pousse une variété particulière, une rose à parfum qui constitue le fondement d'une industrie réputée dans le monde entier. Chaque année, la région célèbre sa fleur reine par une grande fête de la rose. La Turquie et l'Iran comptent également parmi les grands producteurs de cette essence. Partout, le rituel est le même. Cueillir avant l'aube, traiter au plus vite, capturer l'âme odorante de la fleur avant qu'elle ne s'échappe. De cette distillation naît aussi un produit secondaire mais précieux, l'eau de rose, employée depuis toujours dans la cuisine, notamment au Proche-Orient et en Inde, dans les douceurs, les boissons et les desserts, ainsi que dans les parfums et les rites. Mais qu'est-ce au juste que ce parfum si convoité? Ici commence l'énigme véritable. Car l'odeur d'une rose n'est pas une chose simple. Lorsque nous portons une rose à notre visage et que nous respirons, nous inhalons en réalité un mélange d'une complexité stupéfiante. Non pas une seule substance, mais des centaines de composés volatiles différents, mêlés en une harmonie subtile. Ce que nous percevons comme une odeur unique, celle de la rose, est en vérité un accord de multiples molécules, chacune apportant sa note. Parmi elles, certaines jouent un rôle clé. L'une de ces substances est si puissante que l'odorat humain peut la détecter dans des concentrations infinitésimales. Des traces si ténues qu'elles échappent à toute mesure grossière. C'est en partie pour cette raison qu'une seule rose peut parfois embaumer une pièce entière. Notre nez, face à la rose, se révèle d'une sensibilité extraordinaire. Et voici le paradoxe qui traverse tout notre récit et qui atteint ici son point le plus aigu. Si le parfum est le plus grand trésor de la rose, pourquoi tant de roses n'en ont-elles aucun? Nous l'avons vu se dessiner au fil de l'histoire, dans la course à la beauté, à la couleur, à la tenue en vase, les plus splendides roses commerciales ont peu à peu perdu leur odeur. Beaucoup de ces fleurs magnifiques que l'on achète aujourd'hui sont presque muettes. Ce n'est pas un hasard, ni une simple malchance. Concilier une apparence parfaite et un parfum puissant s'est révélé pour les sélectionneurs d'une difficulté redoutable, comme si ces deux qualités se disputaient les ressources mêmes de la fleur. Plus on renforçait l'une, plus l'autre semblait s'effacer. La rose paraissait contrainte de choisir entre être belle et être odorante. Pourquoi une telle rivalité? Pourquoi la nature rend-elle ce parfum si précieux et à la fois si fragile, prêt à s'évaporer au premier rayon,
prête à disparaître au moindre écart de la sélection. La réponse ne se trouve pas dans la forme de la fleur, ni dans sa couleur, ni dans le nombre de ses pétales. Elle se cache bien plus profond, à une échelle que ni les cueilleurs de la vallée bulgare, ni les sélectionneurs du passé ne pouvaient percevoir. Elle se joue à l'intérieur même des cellules du pétale, dans une réaction chimique minuscule, invisible et pourtant décisive. Car voici ce que la science a fini par comprendre. Tout ce parfum somptueux, cette richesse odorante qui a fasciné 50 siècles d'humanité, ne repose pas sur un vaste et complexe appareil. Il tient, pour une part essentielle, à une seule réaction précise, se déroulant dans un recoin de la cellule du pétale. C'est là, dans cet espace infime, que naissent les molécules qui composent le cœur du parfum. Et c'est exactement ce mécanisme délicat que l'homme, en sélectionnant ses roses pour l'apparence, a fini par dérégler sans le savoir. En traquant la beauté visible, il a éteint une flamme invisible. Le parfum de la rose ne s'est pas perdu par accident diffus. Il s'est éteint parce qu'une réaction chimique bien précise a été, génération après génération, réduite au silence dans les plus belles fleurs. Nous touchons ici au cœur battant de notre énigme, à la promesse faite dès les premières secondes de ce voyage. Ce parfum d'une valeur inouïe, capable d'embaumer une pièce à partir d'une seule fleur, cette âme odorante que la Perse cherchait à emprisonner et que les cueilleurs bulgares arrachent chaque aube à la nuit, dépend d'un fil ténu, d'une seule étincelle moléculaire. Et cette étincelle, l'humanité l'a presque étouffée dans les roses qu'elle a jugées les plus parfaites. Comprendre pourquoi, comprendre quelle est cette réaction et par quel étrange détour la nature l'a placée là, voilà ce qui nous attend au terme de ce récit. Mais avant d'y parvenir, il nous faut affronter une autre limite que la rose oppose à la volonté humaine. Nous avons tant façonné cette fleur, sa forme, son nombre de pétales, sa floraison, sa vigueur. Et pourtant, il est une chose que, pendant des siècles, l'homme n'a jamais pu lui arracher. Un désir resté longtemps impossible, une couleur que la rose refusait obstinément de porter. Cette couleur interdite allait devenir le symbole même de l'inaccessible, le rêve que ni les rois, ni les sélectionneurs, ni l'argent ne parvenaient à réaliser. Un fleuriste ouvre son magasin au matin de la Saint-Valentin. Sur son étal, parmi les roses rouges et blanches, quelques bottes plus sombres attirent l'œil. On les lui a livrées sous un nom qui fait rêver, rose noire. Un client s'approche, fasciné, et les prend en main. Mais en les portant à la lumière, la magie se dissipe. Ces roses ne sont pas noires. Elles sont d'un rouge très foncé, d'un bordeaux profond qui, dans l'ombre, semble tirer vers le noir, mais qui, au grand jour, révèle sa véritable teinte. La rose noire absolue, celle des légendes et des poèmes, n'était pas là. Elle n'était pas là parce qu'elle n'existe pas. Et il en va de même pour une autre couleur, plus recherchée encore, que l'humanité a poursuivie pendant des siècles sans jamais l'atteindre. Commençons par ce qui manque à la rose. Dans la nature, il n'existe ni rose vraiment noire, ni rose vraiment bleue. Les plus sombres des variétés ne sont que des rouges intenses, presque nocturnes, et les roses noires que l'on vend parfois sont soit ces bordeaux profonds, soit des fleurs teintées artificiellement. Mais c'est le bleu qui constitue le véritable Graal, l'obsession la plus tenace des sélectionneurs. Car ici, l'obstacle n'est pas une question de patience ou de savoir-faire. Il est inscrit au plus profond de la fleur, dans sa nature même. La rose ne peut produire de bleu véritable parce qu'il lui manque quelque chose d'essentiel, le pigment responsable de cette couleur. Ce pigment, qui donne aux autres fleurs leur teinte bleutée, la rose ne sait tout simplement pas le fabriquer. Le gène qui commande sa production est absent de son patrimoine. Aucune sélection, si patiente soit-elle, ne peut faire surgir une couleur dont la fleur ne possède pas la clé chimique. Voilà pourquoi, pendant des siècles, la rose bleue est devenue le symbole même de l'impossible. Offrir une rose bleue, dans l'imaginaire populaire, revenait à promettre l'inaccessible, à désigner un rêve hors d'atteinte. La fleur que l'homme avait suppliée à tant de ses désirs, dont il avait multiplié les formes par dizaines de milliers, dont il avait maîtrisé la floraison et la vigueur, résistait pourtant sur ce seul point avec une obstination absolue. La rose bleue n'existait pas, et il semblait qu'elle n'existerait jamais. Elle devint une métaphore, un idéal, presque une provocation lancée aux ambitions humaines. Comment briser un tel verrou?
Comment donner à une fleur une couleur que sa biologie lui interdit depuis toujours? La sélection classique, celle qui avait tout accompli jusque-là, se heurtait ici à un mur infranchissable. On pouvait croiser les roses à l'infini, jamais on n'obtiendrait le pigment manquant, puisqu'aucune rose ne le possédait pour le transmettre. Il fallait, pour espérer réussir, une approche entièrement nouvelle, un pouvoir dont les sélectionneurs des siècles passés n'avaient jamais disposé. Ce pouvoir, la science du XXIe siècle l'a apporté. Puisque la rose ne possédait pas le gène du pigment bleu, l'idée fut d'aller le chercher ailleurs, chez d'autres plantes qui, elles, savaient le fabriquer, et de l'introduire directement dans le patrimoine de la rose. Grâce au génie génétique, on parvint ainsi, dans les années 2000, à créer des roses présentant une teinte bleutée, en leur greffant un gène emprunté à d'autres espèces. Ce fut un exploit considérable, l'aboutissement d'un rêve millénaire. Et pourtant, même ce triomphe garda une part d'inachevé. La rose obtenue n'était pas d'un bleu franc et pur, mais plutôt d'un mauve, d'un lilas teinté de bleu. La rose parfaitement bleue, celle des légendes, continue d'échapper à l'homme. C'est pourquoi elle demeure, aujourd'hui encore, un symbole du rêve et du mystère, à la frontière du possible et de l'impossible. Cette histoire des couleurs interdites éclaire une facette essentielle de notre héroïne. La rose n'a jamais été une simple fleur que l'on regarde, elle est un langage tout entier. Au XIXe siècle s'est développé un véritable code, où chaque teinte portait un message. La rose rouge disait la passion et l'amour ardent. La blanche, la pureté et l'innocence, fleur des mariages et de la mémoire. La rose jaune, qui évoquait autrefois la jalousie, en vint avec le temps à signifier l'amitié et la joie. La rose de couleur tendre exprimait la douceur, la reconnaissance, l'admiration sans arrière-pensée. Même le nombre de fleurs offertes avait son sens. Une seule rose proclamait l'unicité de l'être aimé, tandis que les grands bouquets clamaient la force du sentiment. La rose parlait un langage que des générations d'amoureux ont appris à déchiffrer. Ainsi, en poursuivant la rose bleue, l'homme ne cherchait pas seulement une couleur. Il cherchait à dire l'indicible, à offrir l'impossible, à mettre entre les mains d'un être aimé un morceau de rêve. Et le fait qu'il n'y soit jamais parvenu tout à fait dit quelque chose de la limite de notre pouvoir. Nous avons remodelé la rose au gré de nos désirs, mais elle a gardé, sur certains points, une part irréductible, un refus tranquille de se laisser entièrement dominer. La couleur qu'elle nous cache reste le rappel que la nature, même façonnée pendant 5000 ans, conserve ses secrets. Or, c'est précisément ce nouvel outil, cette capacité à lire et à modifier le patrimoine intime de la fleur, qui allait tout changer. Car en apprenant à manipuler les gènes de la rose pour lui donner une couleur, les scientifiques se dotaient aussi du moyen de percer ces autres énigmes. Le même regard, capable de descendre jusqu'à l'échelle des gènes, pouvait désormais se tourner vers le plus grand mystère de tous, celui qui nous accompagne depuis la première aube de ce récit. Pourquoi la plus belle rose du monde a-t-elle perdu son parfum? Qu'est-ce exactement qui s'éteint dans le pétale d'une rose muette? La génétique, qui venait d'arracher à la fleur le secret de sa couleur, s'apprêtait enfin à répondre. Et la vérité qu'elle allait dévoiler serait plus étrange que tout ce que l'on avait imaginé. Dans une petite ville poussiéreuse de l'Arizona, une ville qui fut jadis un repère de chercheurs d'argent et de duels au revolver, se dresse une structure impossible. À première vue, on croirait une tonnelle géante, un toit de feuillage soutenu par une forêt de poteaux de bois et de tiges de fer. Mais ce n'est pas une construction végétale ordinaire, c'est une seule et même plante. Un unique rosier, planté à la fin du XIXe siècle, à partir d'une simple bouture envoyée d'Écosse à une jeune mariée. Ce rosier n'a jamais cessé de croître. Aujourd'hui, il couvre une surface qui dépasse les 800 mètres carrés, une canopée de branches assez vaste pour abriter une foule. Son tronc, noueux et massif, mesure plusieurs mètres de circonférence. On le considère comme le plus grand rosier du monde. Une plante née d'un fragment de tige tenant dans une main, devenue en un peu plus d'un siècle un géant vivant sous lequel on peut se marier. Ce rosier monumental dit à lui seul la démesure de la relation entre la rose et l'homme. Car si une seule plante peut atteindre la taille d'une maison, la rose sait aussi se faire minuscule. À l'autre extrémité, il existe des roses miniatures dont les fleurs n'ont guère que la taille d'une petite pièce de monnaie,
cultivée en pot, sur les balcons, dans les bordures. Entre le géant d'Arizona et ses fleurs lilliputiennes, s'étend tout l'éventail d'une plante que l'homme a poussée dans toutes les directions imaginables. Aucune autre fleur n'offre un tel écart d'échelle, du buisson cathédral au bijou tenant dans le creux de la main. Il est d'ailleurs une parenté de la rose qui surprend presque toujours. Cette fleur, symbole du raffinement et de l'amour, appartient à une vaste famille botanique qui compte parmi ses membres des plantes bien plus terre-à-terre. La pomme, la poire, la cerise, la prune, la pêche, l'abricot, la fraise, la framboise et l'amande sont toutes des cousines de la rose. Lorsque nous croquons une pomme ou savons des fraises, nous goûtons en réalité les fruits de proches parentes de la reine des jardins. La rose n'est donc pas seulement une beauté d'ornement, elle appartient à l'une des familles les plus nourricières du monde végétal, celle-là même qui garnit une bonne partie de nos vergers et de nos assiettes. Mais derrière ces records et ces parentés, se cache une question qui a marqué l'histoire humaine bien plus profondément. À quoi la rose a-t-elle vraiment servi? Car cette fleur n'a pas seulement été admirée, elle a nourri, soigné, sauvé. Et son plus grand pouvoir se cache non dans ses pétales, mais dans ses fruits. Le fruit du rosier sauvage renferme un trésor nutritionnel exceptionnel. Il figure parmi les sources naturelles les plus riches en vitamines essentielles, celles qui protègent du scorbut et soutient l'immunité. Sa teneur dépasse de loin celle des agrumes. À poids égal, il en contient plusieurs dizaines de fois plus qu'un citron ou une orange. Cette richesse a joué un rôle concret dans l'histoire. Lors des années de guerre et de disette, quand les agrumes venus des pays lointains manquaient cruellement, on se tourna vers ce fruit modeste des haies. En Grande-Bretagne, pendant le Second Conflit mondial, on organisa la récolte massive de ces fruits pour en tirer un sirop vitaminé destiné aux enfants. Tandis que les navires étaient bloqués et les importations coupées, l'humble buisson des talus devint une source de santé publique. La sauvageonne que nous avons suivie depuis le début se révélait, dans l'épreuve, une alliée précieuse de la survie. La rose a nourri les hommes de bien d'autres façons encore. Ses pétales, lorsqu'ils proviennent de plantes non traitées, entrent dans la préparation de confitures parfumées, appréciées des Balkans au Caucase et jusqu'en Asie centrale. En Inde et dans les pays voisins, on en fait une pâte sucrée savourée comme une gourmandise. L'eau de rose parfume d'innombrables douceurs orientales. Les fruits du rosier se transforment en compote, en sirop, en soupe, jusque dans les pays nordiques. Il faut toutefois une prudence. Toutes les roses ne se mangent pas telles qu'on les vend. Les roses décoratives des fleuristes sont souvent traitées avec des produits chimiques, et l'on ne devrait consommer que les fleurs et les fruits cultivés à cette fin ou récoltés dans des lieux préservés. La beauté et le danger, une fois encore, cheminent côte à côte. Aujourd'hui, la rose est aussi le cœur d'une industrie colossale. Elle règne sans partage sur le commerce mondial des fleurs coupées. Chaque année, ce sont des milliards de roses qui se vendent à travers la planète, et la demande atteint des sommets vertigineux à l'approche de certaines fêtes, quand les roses rouges s'écoulent par dizaines et centaines de millions en quelques jours. Cette production s'est concentrée dans des pays au climat favorable, où l'altitude et l'ensoleillement donnent des fleurs aux boutons généreux et aux tiges longues et fermes. D'autres régions demeurent le grand carrefour mondial du négoce floral, où d'immenses volumes de fleurs transitent chaque jour vers le monde entier. La sauvageonne des talus est devenue une marchandise planétaire, transportée par avion d'un continent à l'autre pour fleurir nos tables et nos cérémonies. Et puis il y a la rose des poètes, celle qui hante notre culture depuis toujours. Un dramaturge anglais célèbre l'a évoquée des dizaines de fois, notamment dans cette réplique devenue proverbiale, selon laquelle une rose, sous n'importe quel autre nom, sentirait tout aussi bon. Façon de dire que l'essence d'une chose importe plus que son nom. Un conteur a placé une rose au centre d'un récit tendre, où elle incarne l'amour, la responsabilité et l'unicité de l'être que l'on a apprivoisé. Un romancier a intitulé son œuvre la plus fameuse du nom de la rose, jouant de toute la charge de mystère du symbole. La fleur a donné à nos langues des expressions innombrables. Il n'y a pas de rose sans épines, un chemin semé de roses, voir la vie à travers des lunettes couleur de rose. Partout, la rose dit à la fois la beauté et sa rançon. Nous connaissons donc, semble-t-il, à peu près tout de cette fleur. Son âge vertigineux,
Ses records, sa famille nourricière, sa valeur marchande, sa place dans nos mythes et nos poèmes. Nous avons suivi son voyage des plaines préhistoriques jusqu'aux étals du monde entier. Et pourtant, la question posée à la toute première aube de ce récit demeure sans réponse. Ce parfum arraché à la nuit par les cueilleurs, ce trésor plus précieux que l'or, cette âme odorante que les plus belles roses ont perdue, nous n'en avons toujours pas percé le secret. Nous savons qu'une réaction infime, tapie au cœur du pétale, en décide. Mais nous ignorons encore ce qu'elle est, et par quel étrange hasard la nature l'a placée là. La réponse à cette énigme, l'humanité a dû l'attendre jusqu'à notre époque. Et lorsqu'elle a enfin surgi des laboratoires, elle s'est révélée si inattendue qu'elle a stupéfié les scientifiques eux-mêmes. Dans un laboratoire de l'Est de la France, non loin de la frontière, des chercheurs se penchent sur 2 roses posées côte à côte. À l'œil, elles se ressemblent presque, mais l'une embaume, l'autre ne dégage rien. Depuis des années, une question les obsède. Qu'est-ce qui distingue, au plus profond, une rose parfumée d'une rose muette? Ils comparent les cellules des pétales, traquent les molécules, cherchent la différence invisible. Et un jour, en examinant les substances actives à l'œuvre dans les fleurs odorantes, ils tombent sur une anomalie qu'ils n'attendaient pas du tout. La clé du parfum de la rose n'était pas là où toute la science la cherchait. Elle se cachait derrière un déguisement si trompeur que personne, jusque-là, n'avait songé à la soupçonner. Pour saisir l'ampleur de leur surprise, il faut comprendre comment les autres plantes fabriquent leur parfum. La plupart des fleurs odorantes produisent leur fragrance grâce à des molécules spécialisées, de véritables ouvrières chimiques que l'on appelle enzymes. Ces enzymes accomplissent la dernière étape qui transforme une substance inodore en une substance parfumée, en détachant certaines parties d'une molécule pour libérer l'odeur. Le procédé est bien connu, on le retrouve chez de nombreuses plantes odorantes. Les chercheurs s'attendaient donc à trouver dans la rose une enzyme de ce type familier, semblable à celle qui donne leur parfum à tant d'autres végétaux. C'est là que la rose leur réservait sa plus grande énigme. Car l'enzyme responsable du parfum de la rose n'était pas celle que l'on attendait. Ce n'était pas l'ouvrière habituelle des autres fleurs. C'était une molécule appartenant à une toute autre catégorie. Une enzyme dont la fonction connue, chez d'autres êtres vivants, n'avait rien à voir avec les odeurs. Chez les bactéries, en effet, des enzymes très semblables jouent un rôle de nettoyage. Elles éliminent des composés toxiques, elles participent à l'entretien du matériel génétique, du patrimoine héréditaire de la cellule. Autrement dit, la rose fabrique son parfum légendaire grâce à un outil moléculaire qui, ailleurs dans le monde vivant, sert à protéger et à réparer les cellules. Une même famille de molécules, qui chez la bactérie veille sur l'intégrité du vivant, et qui dans le pétale de la rose engendre l'une des plus belles odeurs que la nature ait produites. La beauté et la survie, encore une fois, taillées dans la même étoffe. Cette enzyme accomplit dans le pétale une opération d'une subtilité remarquable. Là où d'autres plantes détachent 2 fragments d'une molécule pour libérer le parfum, la rose procède autrement. Son enzyme n'en retire d'abord qu'un seul, et d'autres molécules du pétale achèvent ensuite le travail. C'est ce chemin détourné, cette méthode inhabituelle, qui donne naissance à l'une des substances au cœur du parfum, un de ces composés dont les cueilleurs bulgares protègent la fragilité, un des constituants principaux de l'essence si précieuse. Chez certaines variétés parmi les plus odorantes, ces molécules issues de ce mécanisme peuvent représenter la majeure partie du parfum de la fleur. Tout le trésor arraché à la nuit, toute l'âme de la rose, dépend donc largement de cette réaction discrète, tapie dans un recoin de la cellule. Nous tenons enfin la réponse à la question posée dès la première aube de ce récit. Pourquoi la plus belle rose du monde a-t-elle perdu son parfum? Voici l'explication. Cette enzyme si particulière est commandée par un gène. Dans les roses parfumées, ce gène est actif, l'enzyme travaille, le parfum se forme. Mais au fil des siècles de sélection, en choisissant sans relâche les fleurs pour leur forme, leur couleur, leur longue tenue en vase, l'homme a favorisé, sans le savoir, des roses chez qui ce gène s'est tu. L'enzyme cesse alors de fonctionner, la réaction ne se produit plus, et la fleur, si belle soit-elle, demeure muette. Le gène du parfum est toujours là, présent dans la plante, mais éteint, réduit au silence.
Voilà pourquoi tant de roses splendides, celles des étals et des bouquets, ne sentent presque rien. Nous ne leur avons pas volé leur parfum en l'arrachant. Nous avons, à force de traquer la beauté visible, éteint l'interrupteur invisible qui le commandait. La rose n'a pas perdu son âme par accident. Nous l'avons endormie, génération après génération, sans jamais nous en apercevoir. Et c'est ici que l'histoire prend un tour lumineux, car un interrupteur que l'on a éteint peut être rallumé. Puisque les roses sans parfum possèdent encore le gène, seulement mis en sommeil, les scientifiques ont compris qu'il était possible de le réveiller. En identifiant précisément ce gène et cette enzyme, ils ont donné aux sélectionneurs un moyen nouveau, celui de reconnaître, dès le départ, les roses capables de produire du parfum et de guider leur croisement pour rendre aux fleurs leur odeur perdue. Mieux encore, les études n'ont pas trouvé de lien fatal entre le parfum et la tenue en vase, ce qui laisse espérer des roses à la fois durables et odorantes. Le vieux compromis, cette rivalité apparente entre la beauté et l'odeur, pourrait n'être pas une malédiction définitive. La science qui avait percé le secret du parfum offrait, du même coup, le moyen de le ressusciter. Après avoir involontairement fait taire la rose, l'homme apprenait enfin à lui rendre la parole. La boucle se referme. Souvenez-vous des cueilleurs courbés dans l'obscurité de la vallée, arrachant les fleurs à la nuit avant que le soleil ne dissipe leur trésor. Ce trésor, nous savons désormais d'où il vient. D'une enzyme héritée d'un lointain passé, cousine de celle qui veille sur le vivant, détournée par la rose pour composer son parfum. Souvenez-vous de la fleur préhistorique, épanouie il y a plus de 30 millions d'années, bien avant le premier humain. Elle portait déjà en elle ce mécanisme secret. Nous n'avons fait que le découvrir, après l'avoir presque détruit. La rose nous aura ainsi tout appris. Que la beauté et la défense naissent ensemble, que la force se cache sous la terre, que le parfum le plus précieux tient à un fil, et que même la plante la plus façonnée par nos mains garde, au fond de ses cellules, des secrets vieux comme le monde. Voilà où s'achève notre voyage au cœur de la rose. J'espère que cette fleur que vous croyez connaître vous semble désormais un peu plus vaste, un peu plus mystérieuse, un peu plus vivante. Je suis Augustin Delacroix, et je vous remercie d'avoir cheminé jusqu'au bout de cette histoire. Si ce voyage vous a plu, laissez un pouce levé et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations du monde vivant.